Monsieur le maire, merci d'avoir bien voulu prendre votre temps pour nous recevoir ici et répondre à nos questions. En effet, la fondation de l'Université Cheikh Anta Diop est en train de constituer des archives avec les anciens qui ont fréquenté l'Université de Dakar, devenue aujourd'hui l'Université Cheikh Anta Diop. Nous voulons, à travers cela, à travers des récits de vie, reconstituer une sorte de mémoire vivante des anciens pour garder ça pour les générations futures. Et donc c'est en cela que réside toute l'importance de cette série que nous sommes en train de réaliser avec tous les anciens, en fait, que nous avons identifiés et dont les parcours nous paraissent importants donc, à partager avec les jeunes. Nous allons aborder plusieurs aspects de votre vie. L'enfance, donc l'école primaire, le milieu familial, ensuite les études secondaires et universitaires, la formation complémentaire que vous avez pu avoir, ainsi les diplômes obtenus, tout votre parcours donc politique, administratif, on dit politico-administratif, votre parcours également professionnel en tant qu'universitaire et avocat. Donc, et enfin, les messages forts que vous voulez laisser aux jeunes d'aujourd'hui. En bref, c'est ça, en fait, la plateforme que nous allons suivre. Donc, nous allons commencer par l'enfance. D'abord, vous présenter qui vous êtes, et puis après, vous nous parlez de votre enfance et de la famille. Apparemment, j'aimerais bien, madame, vous remercier et très, très sincèrement pour l'occasion que vous me donnez de prendre contact avec l'université qui m'est très chère. Vous présenter, je pense que c'est pas facile, hein? Parce que mon parcours est un parcours très singulier, qui n'a rien à voir avec le parcours habituel. Je m'appelle Mamadou Diop, c'est un nom très commun. Hein? Je disais qu'on peut former une armée avec les Mamadou Diop. Et j'ai même proposé dans le Facebook de former une armée avec tout ce qui s'appelle Mamadou Diop et Mamadou Ndiaye. Comme ça, on va combattre, on peut nous battre ensemble pour la promotion d'une plus grande solidarité entre les peuples, entre les nations. Donc, je m'appelle Mamadou Diop, je suis né le 9 mai 1936, beaucoup, hein, 82 ans, mais moi je ne me présente pas comme vieillard, hein. Je suis encore très jeune et je le montre tous les jours. Donc, je suis né à Dakar, ici, parce que mon père est de Dakar, mais ma mère est de Yoff, mais Dakar et Yoff, c'est la même entité. Alors mon enfance est une enfance également très, très singulière. Mon père est un chef religieux, un grand chef pêcheur, à Dakar, tout le monde le connaît, c'est un Ndeye Diamor, il fait partie de la tradition lébou de Dakar. Alors lui, sa singularité, c'est qu'il ne voulait pas que ses enfants aillent à l'école. Il est le seul rescapé. Il a une très grande famille, il est le seul à avoir fréquenté l'école. Mais par ce moment, j'ai quitté pour aller travailler en quelque sorte ces directives pour aller rejoindre mon grand-oncle et qui m'a permis de m'inscrire à l'école à Yoff. Donc en dehors de l'utilisation paternelle, j'ai donc évolué là-dessus. Mais auparavant, j'ai fréquenté l'école coranique. Les jeunes à 5 ans, on nous a envoyés à Kermatar, dans le Djender. Vous connaissez Kermatar? Kermatar Guy, c'est dans le Djender. Et c'est là où j'ai séjourné pendant longtemps. J'ai passé donc 5-6 ans là-bas à apprendre le Coran. Et c'est à l'âge de 12 ans que je suis revenu et j'ai pu m'inscrire à l'école primaire à 12 ans. Et 12 ans donc, très tard, hein. Je n'étais même pas inscrit régulièrement, j'étais en unité libre. J'étais derrière les jeunes, grand gaillard derrière les jeunes. Mais l'avantage que j'avais déjà une bonne éducation religieuse et coranique qui m'a permis de passer au lieu de 6 ans, j'ai fait 3 ans pour avoir mon certificat d'études. C'est donc le premier exploit que je voulais souligner ici. Donc très rapidement, j'ai passé mon certificat d'études à Yoff. Mais le centre Médina, je suis sorti déjà major à l'époque, alors que je n'ai pas fait un circuit normal. École primaire donc à Yoff, et comme c'était très âgé, je n'ai pas pu faire le lycée. Je n'ai pas fait le lycée,
j'ai passé le concours pour l'école d'agriculture de Louga, à Gaillard, où j'ai fait mes études, j'ai fait 3 années là-bas d'études, et je suis sorti, et j'ai été affecté à Diourbel, comme agent technique de l'agriculture. Je suis très loin encore de mon parcours. Je suis resté pas longtemps, 1 an et demi à Diourbel, et pendant cette période-là, j'ai senti que je n'étais pas très à l'aise. Je sentais que j'avais un potentiel très important, et on voulait me confiner dans un petit truc que j'ai accepté difficilement. Je me suis donc mis à étudier. À étudier moi-même avec des amis pour préparer les brevets. Nous avons fait les brevets, la même chose. Tout ça, c'est en dehors du circuit normal. Et en 1956, j'ai été appelé sous les drapeaux militaires, comme je suis né à Dakar. Ceux qui sont nés à Dakar sont considérés à l'époque comme des Français. Donc on était incorporés, comme appelés, jeunes appelés, j'étais à Thiaroye, et ensuite à Saint-Louis, pour faire mon service militaire. Et à l'époque de 18 ans, c'était à l'âge de 18 ans. Donc j'ai fait l'armée, et au cours de cette période, j'ai fait la proposition de passer un concours pour aller à l'école des amateurs. Des jeunes gens qui avaient une instruction. Moi, je ne voulais même pas, ça ne m'intéressait pas. Et c'est à mon absence que mon instructeur m'a inscrit d'office pour aller à l'école des officiers, ça s'appelle Saint-Mexin en France. J'ai pu réussir le concours, c'est le CEDER à l'époque. Je suis allé à l'école, je suis revenu comme originaire. On les appelait des originaires, parce qu'il y avait des catégories de jeunes gens appelés dans les drapeaux. Ceux qui sont nés à Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Gorée, je rappelle, Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, les gens qui sont nés dans ces localités, en application de la loi de 1914 de Blaise Diagne, c'est important son nom, nous étions des originaires. Nous allons faire le service militaire dans les mêmes conditions que les Français. Et à côté, ceux qui sont nés à 50 mètres, ils ont fait le service, mais tout différent. Donc, ils avaient un statut marginalisé, quoi. C'est des ressortissants. Alors, paradoxalement, surtout à Thiès, pour les repas, les pommes de terre frites, dans la tête, avec les poissons, tandis que ce qui était à côté de l'eau, là, ils mangeaient avec la gamelle, les riz avec la qualité qui laisse à désirer. Mais nous, on abandonné les trucs, les frites, pour aller faire la cour aux autres pour qu'ils lui donnent à manger. C'est pour dire donc que c'est ça le passé, mais c'est le passé très significatif. Il a divisé pour régner, c'était là l'objectif de l'autorité coloniale. C'est donc cette période-là, et mais surtout, bien avant, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'éducation religieuse que nous avons obtenue. C'était très dur à l'époque. Un jeune garçon de 5 ans, là, dans la nature, vous n'avez pas votre maman, vous n'avez pas votre papa, vous n'avez personne. Alors, ce qu'on disait, ce qu'on faisait, on faisait le monde. On avait fait le monde. On lui donnait des riz, à manger, tout, on mangeait tout. Des couscous, là, couscous. Le couscous avec des filles là qu'on repère dans la nature. Vous l'appelez le bottes. Donc, très dur. Très dur. Si c'était à recommencer, vraiment, je le referais. Mais c'est très instructif. Très instructif. Et j'ai pu donc réussir. J'étais à l'aise. J'ai terminé le Coran à l'époque, très jeune. Et cela m'a beaucoup marqué.
Je reviens donc au problème de l'armée. Donc, moi, j'ai fait mon service militaire. Je passe le concours pour aller à l'école des amateurs, plutôt à l'école des Saint-Maxin en France. Je passe, je réussis, je rentre ici avec le général Walifay. Je ne sais pas si vous avez été directeur général de la gendarmerie, il était général même, alors sa mort, on est de la même promotion. Et à cause de lui, je suis allé au Niger, comme sous-lieutenant de l'armée. Il y avait un poste ici, parce que moi j'étais bien placé sur le plan du classement à la sortie de l'école de Soucier, je pouvais rester à Dakar, mais comme il y avait deux postes au Niger, et que c'était mon ami, je préférais aller avec mon ami au Niger. Là, nous avons découvert un pays merveilleux, le Niger. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. C'était un territoire semi-franc, semi-militaire. On m'avait mis dans un village qu'on appelle Bichy, très loin, très loin. Mais j'ai beaucoup aimé ce séjour. Et là-bas, maintenant, j'ai fini mon service militaire et je me suis porté volontaire. Pour continuer, que j'étais officier de réserve, je continue à intégrer l'armée française. À l'époque, c'était plus facile, à condition d'aller en Algérie. Donc, j'ai fait la guerre d'Algérie, 2 ans et demi en Algérie, et voilà, comme officier, les Français, il y avait des Noirs et tout là, j'étais un commandant d'unité, donc j'ai appris à faire la guerre. C'est pourquoi je suis devenu ancien combattant, j'ai mon titre d'ancien combattant français. Il est là avec moi. Et là, au moment de l'indépendance, 1960, on m'a posé la question. Est-ce que je veux continuer l'armée française avec tous les avantages? Hein? C'est bien, moi. À 22 ans, j'étais déjà très bien, j'ai bien ma vie. Mais j'ai dit non, moi je préfère aller au Sénégal. C'est là où on a besoin de moi. C'est un nouveau pays qui vient d'accéder à l'indépendance, où il faut tout faire. Donc je préfère, moi, avant le retour, et revenir au Sénégal. C'est ainsi que, à la fin du mois de novembre 1960, je suis rentré au Sénégal, avec d'autres officiers qui venaient aussi de l'Algérie. Et nous avons constitué la première promotion d'officiers de l'armée nationale. C'est nous qui avons créé l'armée nationale sénégalaise en 1960-61. Maintenant, après cela, j'ai opté pour la gendarmerie. Il fallait aussi créer l'armée nationale et créer la gendarmerie. Mais je répète encore que la gendarmerie est un élément intégrant de l'armée nationale. Mais pour singulariser, on a créé la force de la gendarmerie. Et comme j'avais fait du droit, j'ai opté pour la gendarmerie. Et c'est là aussi que nous avons créé cette IPS, cette gendarmerie sénégalaise de IPS. Nous avons été une dizaine d'officiers à opter pour la gendarmerie. Nous avons fait 1 an de formation ici à Dakar. Et je suis sorti le major de cette promotion. Et donc, c'est là ma carrière militaire, réellement au Sénégal. C'est une période passionnante, qu'il fallait tout faire, tout mettre en place, tout créer, pour l'armée nationale, pour la gendarmerie nationale. Alors de là-bas, j'étais major, mais c'est secret, on peut le dire aujourd'hui. C'est secret, mais on peut le dire aujourd'hui, parce que les acteurs sont disparus. C'est le seul qui reste. Alors, moi je sors major. C'est la première promotion. Je suis le premier officier de la gendarmerie. Donc on devait me donner la direction de la gendarmerie nationale. Et un ministre là, écrit à Mamadou Dia, pour lui dire Mamadou Diop, qui est licencié en droit. Fils d'un grand notable Lébou, c'était très dangereux de lui confier la gendarmerie. C'est très curieux, hein. Et ils ont mis le dernier de la ligne, il devient directeur, le premier on l'envoie au Sénégal oriental. Sénégal oriental et Kaolack. Donc, il est devenu commandant de la gendarmerie, le premier noir à être commandant de la gendarmerie du Sine-Saloum et du Sénégal oriental. À l'époque, le président Abdou Diouf était gouverneur. On a la même génération, il a un an de plus que moi peut-être. Mais donc c'est mon premier poste de ça. J'étais commandant de la gendarmerie du Sine-Saloum.
en 1961. C'est la date de naissance de Macky Sall. Il le sait bien. Je pense donc que je suis plus âgé que lui. Alors, mais c'était passionnant, parce que là, c'était le premier officier, et il y a beaucoup d'anecdotes que je ne vous permettrai pas de citer ici, mais on passe quoi, on passe sur cette question. Mais à l'époque, c'est Wadjo Ndiaye, qui était ministre de l'Intérieur, et la gendarmerie était rattachée à l'intérieur. Normalement, la gendarmerie, c'est un élément, c'est une institution militaire. Mais ici, on l'avait affecté pour renforcer le ministre de l'Intérieur, dépendant le ministre de l'Intérieur. Dépendait donc du ministre de l'Intérieur, bien que nous soyons au corps militaire. Des anecdotes seulement, hein. C'est ce point-là, parce que c'est important. Un grand monsieur que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas, mais un homme de grande valeur, mais qui était très imbu de sa personne. Alors nous, officiers de gendarmerie, nous avons la rigueur militaire. Le roi, nous sommes régis par une organisation précise. Alors, un beau matin, il m'appelle, il était maire en même temps, il était maire de Kaolack. Et il m'appelle, réunion au conseil municipal, et il arrive, mais capitaine, il y a Ablaye Ndiaye ou Ablaye Diop, je ne sais pas, ils sont encore, je ne me souviens plus, ils sont militants. Mais moi, il est tellement militant, pourquoi on a pris son permis d'école? Il me dit, pourquoi on lui a pris son permis de conduire? Et il y avait tout le conseil municipal là, comme au tribunal là. Comme au tribunal. Pourquoi il prend? S'il n'avait pas fait une faute, on ne l'aurait pas pris. Et je salue, je m'avais. Il a commencé déjà à me tirer les nerfs. Et une deuxième fois, c'était une anecdote, hein, c'est passé. Il avait construit une très belle maison. Il a pris 33 ans, 43 millions à l'époque. Il a construit une très belle maison à Kaolack. Et moi, on m'appelle avec le commandant de l'armée. Il y avait une armée, il y avait une compagnie de l'armée à Kaolack. Il y avait tous les deux officiers là. Alors il nous invite, on vient, on arrive. On arrive à 15h, il dit 15h, on vient, on est là dehors. On a attendu jusqu'à 18h. Et on voit le ministre arriver à 18h. Il dit, suivez-moi, monsieur des officiers. Alors on le suit. Voilà, dans la maison, c'est une très belle maison, avec des couleurs différentes. Chaque chambre avait une couleur particulière. Hein? Des chambres roses, bleues, claires, etc. Alors, quand on a fini de visiter, il vous remercie. Et ça va. Il n'a même pas de merci. Alors, tout ça, c'est pour dire que hein? C'est passionnant, hein, c'est ce qu'on a pu voir. Alors, c'était l'indépendance avec l'esprit maintenant. Mais c'est une période. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu des événements de 1962. Senghor et Bobo-Diouf ne sont pas attendus. Hein? Alors, les Wadjo et les consorts étaient avec Bobo-Diouf. D'accord, de Senghor. Alors, nous, militaires, on a fait notre devoir. Les choses ont changé, donc Senghor est devenu le responsable. Alors, pendant cette période-là, moi j'avais fait le concours à l'école d'état-major à Paris. À l'école d'état-major à Paris, c'était le premier noir, hein. J'ai réussi le concours et on me refuse de partir. L'autorité gouvernementale m'écrit une lettre, et encore la lettre, votre admission est inopportune. Pourquoi? C'est comme ça, il n'y a pas de point virgule. Alors, on m'empêche donc d'aller à rejoindre de l'ordre. Mais j'ai compris très tôt qu'à l'époque, il y avait beaucoup de coups d'État en Afrique, hein, et les gens avaient peur des intellectuels. Il ne fallait pas être un intellectuel à l'époque, État militaire. J'en ai beaucoup souffert. C'est le passé. Alors, mais, entre-temps, 2 semaines après, Bobo-Diouf est renversé par Senghor. Et on parle à Senghor, pour mon départ à l'école des ambassadeurs, il a dit, lui, il préfère les officiers intellectuels. Et je suis donc parti. Oui, je suis parti, j'ai fait 1 an à l'école des ambassadeurs, je reviens avec mon diplôme, le premier africain noir, le diplôme de cette. Et alors, Diallo, Alfred me dit, mais ce homme ne croira pas que tu vas t'asseoir sur mon fauteuil. Alors depuis lors, à chaque fois que je continue mes études, hein,
Mais chaque fois que je réussis l'examen, on me met aux arrêts de rigueur pour que je n'avance pas. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois, il fait ma licence. D'accord, je réussis, première, deuxième, troisième, mais à chaque fois, non, on trouve un prétexte de me sanctionner. Et quand on vous sanctionne, vous, officier, vous n'avancez pas. Mais moi, ça me donne beaucoup plus de courage encore. Plus ça m'oblige, je continue, je dis non, il faut continuer. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est en Algérie que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai seul, j'ai fait la guerre, c'est normal, c'est mon métier. Hein? Il n'y avait pas à choisir, oui ou non, mais c'est ça. Alors, à un bon moment, j'étais inspiré, la nuit, très tard dans la nuit, je me dis, mais, je suis militaire, je gagne beaucoup d'argent, j'ai un titre, je suis officier. Mais on me l'a donné, le titre que j'ai, on me l'a attribué. Demain, pour une raison ou pour une autre, on peut l'enlever. Donc il faut faire autre chose qui m'appartient. C'est ça m'a déterminé. Tout seul, dans un truc, dans le bled. Et je me dis maintenant, il faut que je construise ma vie. Que personne dans ce monde puisse m'empêcher d'aller là-bas. Et je me suis mis à étudier le droit. Mais il n'y a pas d'autre raison, hein. Je n'avais pas besoin. Pas d'argent, c'est rien du tout. J'avais mon emploi, je suis officier, je gagne beaucoup d'argent, c'est bien. Mais je me dis non, ça ne suffit pas. C'est lui qui m'a donné le grade pour l'enlever. Il faut que j'ai bon, que j'acquière un bien qui est personnel, que personne ne peut. Et j'ai donc pris la décision d'étudier le droit. En lisant un journal, j'ai vu le journal, je ne le fais encore une fois, ça s'appelle Ici Paris. On vantait faire des études de droit. J'ai dit, mais pourquoi pas le droit? Alors je me suis inscrit à l'université ça s'appelle Constantine en Algérie. Donc mon premier truc, j'ai passé. Et j'étais comme j'ai demandé le régime particulier. Donc je travaille, j'ai acheté des livres, j'ai fait mon programme, et j'ai vu exactement, j'ai réussi. La première année, je vis à Dakar. Après ma formation en Kaolack, j'ai fait ma deuxième année en demandant le régime particulier. C'était à Kaolack. Oui. C'est en deuxième année que je commence à fréquenter l'université de Dakar. Je suis inscrit et j'ai trouvé un étudiant, éminent, qui a accepté tous les jours de venir me voir, ou que j'allais même le voir aussi, pour prendre ses cours, pour copier les cours qu'il a. Et c'est Ibrahim Degenka, c'est un grand ami, c'est ambassadeur, il a fait une très belle carrière diplomatique. C'est mon ami. C'est à cause de lui que j'ai obtenu mon diplôme. Je m'inscris, je viens, tous les soirs, je prends les notes qu'il a, je les reprends. Et c'est avec ça que j'ai réussi. La troisième année, la quatrième année, je suis parti en France. Je faisais l'école des Amazons. Et en même temps, je m'inscrivais en quatrième année, j'ai réussi. Non, la troisième année, la quatrième année, je suis à Dakar. Je suis venu à Dakar avec le même système. Je suis devenu licencié en droit. À l'époque, la licence était 4 ans. C'est la maîtrise. On parlait de licence. Donc voilà, mon problème. Mais ce n'était pas tout. Quand j'ai eu ma licence en 64, 65, je dis non, c'est pas suffisant. Je me suis mis à préparer le diplôme d'études supérieures, c'est également le DEA, qu'on appelle le DEA. J'ai fait un DEA du droit public. Ensuite, je me dis, mais il faut quand même que j'aille plus loin encore. Et j'ai fait un DEA de droit privé. C'est en prévu de faire l'agrégation des droits. Et c'est au sommet. Voilà donc une carrière très riche, très dense. Ce qui ne m'a pas empêché moi de faire mon métier normal de visiteur nomade. J'ai tout fait, je connais tout, partout, tout le Sénégal, je connais le village le plus lointain. Je vais vous dire, à tel village, à tel kilomètre. Maintenant, je peux dire, jusqu'à faire fort du monde. Vous connaissez, il n'y a pas un Sénégalais qui connaît mieux que moi, parce que seulement, à raison de mes fonctions multiples, que j'ai pu parcourir le Sénégal. Et cela m'a beaucoup motivé. Je me dis, un jour, quand je serai dans le gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire.
c'est arrivé comme ça, particulièrement à comment ça s'appelle Touba. Quand j'étais commandant de la gendarmerie territoriale, j'étais chargé de la sécurité du Bagal. Tous les ans, je viens, organise tout, l'armée, la gendarmerie, la police, tous ceux qui interviennent dans ce domaine-là, je vais assurer la coordination. Et entre Touba et Mbaké, vous connaissez bien, Touba et Mbaké, il y avait une route qui n'était pas très large. Et on faisait donc le deuxième truc, c'était le sable. Donc les véhicules là, ça mouvait souvent. Et moi, personnellement, j'ai dit, mais le jour où je serai un ministre quelque part dans ce pays-là, la seule chose à faire, c'est de faire une autoroute. Une autoroute qui parle de Touba à Mbaké. Moi-même, personne ne m'a rien demandé. Moi-même, en tant que commandant de gendarmerie, je pensais que cela était nécessaire. Parce que Touba devenait de plus en plus une localité, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour le monde entier. Donc, et par la force des choses, Dieu m'a donné cette occasion. Je deviens ministre des Travaux publics. Et ma première idée, je disais, mais j'avais promis, moi, de faire Touba Mbaké. Et j'ai trouvé quelque part un projet. J'ai annulé le projet, j'ai dit maintenant, on va faire véritablement le truc qui va relier Touba à Mbaké. Mais en prenant, en intégrant, non seulement les deux axes, les deux axes, mais les centrales, on tourne Mbaké, on tourne également Touba. C'est l'axe-là. Quand vous allez à Touba, vous arrivez à Mbaké, vous faites la contour. C'est pour les deux. Pour créer vraiment les conditions pour que les populations, les transporteurs aussi, n'aient aucune difficulté à accéder à Touba. Donc ça, c'est une aventure aussi. Alors, donc voilà, j'ai fait tout ça, des carrières militaires. Maintenant, pour revenir beaucoup plus rapidement, militaire, j'ai quitté l'armée, la gendarmerie, en 1971. Après avoir soutenu ma thèse de doctorat. J'étais militaire quand je faisais la thèse. Tout d'ailleurs, de la licence jusqu'au doctorat, j'étais militaire. Et j'ai quitté donc en 1971 et je deviens avocat général à la Cour suprême. Je quitte l'armée. Mais il y a des raisons que je ne vais pas dire ici, mais c'est le Dieu qui fait ça. Quelquefois on croit subir. Quelquefois, c'est une occasion. Et sans cela, je n'ai jamais fait une carrière militaire, autre chose que militaire. Je termine mal. Il y a des raisons que je me garderai bien d'expliquer ici, parce que ce n'est pas important. Donc, j'ai devenu avocat général. Je reste 18 mois à la Cour suprême. Et le président Senghor m'envoie pour me demander de venir le voir. Alors, j'arrive, il me dit il va nommer secrétaire général de la présidence. Pour deux raisons. D'abord parce que mon père l'a beaucoup aidé, mais surtout il a besoin d'un militaire pour l'ordre à la présidence de la République. Il est là-bas donc 4-5 ans, il continue encore à enseigner à l'université. Ensuite, il est ministre des Travaux publics, de l'urbanisme et des transports. Ensuite, il devient ministre de la Santé publique. Alors, à un moment donné, j'étais en même temps conseiller municipal de Dakar. Et on s'est rendu compte que la ville était en faillite. La commune de Dakar était en faillite. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde veut devenir maire. Mais à l'époque, personne ne voulait être maire et j'ai démissionné comme ministre pour prendre la mairie de Dakar. Après cela, j'ai rénové, et on a véritablement mis des leaders, organisé la structure, rénové les finances et on a pu en faire une institution très crédible, avec un budget important.
Voilà donc je suis resté 17 ans à la tête de la mairie. Je voulais battre le record de Lamine Gueye. Lamine Gueye avait fait 15 ans de maire. Moi, dès le départ, j'ai fait plus que lui. J'ai fait 17 ans comme maire de Dakar et en même temps président de la communauté urbaine. Le premier à dépasser c'est ça. C'est passionnant. C'est très difficile. Là aussi, je me dis, mais il est plus facile pour moi. C'est plus facile pour moi de commander au régiment, faire la guerre, que de faire d'être maire de Dakar. On en parle aujourd'hui, mais dans le passé. Mais c'est une expérience très, très importante. Donc, les sites de gouvernement pour les maires, avant d'être maire, j'étais ministre des Travaux publics, de livre de transport, et ça m'a aussi donné l'occasion de changer beaucoup de choses. Comme ministre des Travaux publics, alors que nous avions à l'époque 3000 km, et construit moi-même tout seul les 1000 km à travers le Sénégal. Tous les grands axes et des encombrants. Vous voulez aller partout au Sénégal, partout. Aussi bien le nord, le sud que l'est. Partout. On a fait un travail merveilleux. La santé aussi, je dis bien. Là aussi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, la santé. Et on a redressé, on a construit. Les 3/4 des hôpitaux, on a fait. Donc c'est une expérience fantastique. Alors je deviens, par la force des choses parlementaires, j'étais député. Pendant longtemps. Je suis président du Sénat. On m'a même proposé d'être président du Sénat en laissant Dakar, quoi. Parce que les politiques sont tellement. On voulait me dégager de Dakar. Parce que les populations votent pour moi. Mes amis du parti, là, voulaient que je quitte. On me dit, non, on va te nommer président du Sénat, mais vous allez laisser la mairie. Je dis, non, prenez votre Sénat, et moi, je garde la mairie. C'est également, c'est une lutte politique, hein, je comprends bien. Donc voilà, une carrière très très fournie qui m'a permis non seulement d'être membre du gouvernement, mais également d'être député, d'être sénateur, d'être maire pendant longtemps, membre du conseil régional, il fait tout. Mais c'est parce que je n'ai pas occupé, que je n'ai pas discuté, parce que c'est personnel. C'est la présidence de la République. J'ai jamais été candidat, j'ai jamais voulu, parce qu'il n'a pas reçu le signal qui me permettait de m'engager dans ça. Je pense qu'avoir fait pendant cette longue période, avoir fait mon devoir, il fallait pas encore que d'autres, plus jeunes que moi, s'engagent dans cette direction. Voilà ce que je peux dire. Politiquement, je suis membre du Parti socialiste depuis 1972. Hein. Jusqu'à 87, 2007. De 2087, oui. 87, c'est ça. Hein. Alors, d'accord. Donc, je fais le gouvernement, je fais la mairie, mais ce que les gens ont remarqué davantage, que j'ai fait beaucoup pour la mairie. Alors que je fais plus pour l'État que la commune de Dakar. J'ai tout fait. Donc, vos réalisations majeures au niveau de l'État, c'était quoi, en tant que ministre? En tant que ministre, prenez, je vous donne un exemple, prenez la route de contournement. Contournement de la Gambie. Et à côté de, j'ai fait un article là-dessus, par l'émission à l'époque. C'est moi qui ai fait ça, la route de contournement. Madame Bodar, Kouel, Madame Niani, Tambacounda, Vélingara, Kola. Kola, on est passé jusqu'à Ziguinchor. Vous quittez Ziguinchor, jusqu'à Oussy, jusqu'à Kabiskri, c'est bon. Vous prenez dans le Fouta, Nioub, Rochogui, Semen, Bakel. Il y en a beaucoup d'autres, hein, dans tout ça. Il faut plus de 1000 km de route du Tibet. Le tiers de ce qui a été fait avant. Comme ministre là, le travail. Il fait des ponts, le pôleur, là. Le pôleur et des ponts partout. Comment ça s'appelle? Quand vous quittez Tambacounda vers Vélingara, tout ça, et bien d'autres. Et pourquoi le pôleur? J'étais à l'époque commandant de la gendarmerie et je faisais une inspection à Podor.
Il y avait un bac. Et le bac savait. Et je me dis, mais les jours où je serai ministre dans ce pays-là, la première chose à faire, c'est Podor. Et quand je suis devenu ministre des Travaux, également, comme souvent, j'ai fait également le port de Podor. Et on a fait le Podor jusqu'à Bakel. Donc, tous ces grands axes, qui nous ont permis maintenant d'intégrer le Sénégal, ça passe par nous. Ça, c'est vérifiable. C'est là. La route de Tambacounda vers Kédougou, on est venu jusqu'à. On a fait de la Koto, hein, le pont de Makou. On voulait faire même la route pour traverser le parc de Kolokoba. On voulait faire la route. Quand vous étiez Tambacounda pour aller à Kédougou, on traversait la route. Et le président Senghor, au dernier moment, alors qu'on avait tout fait, a refusé de faire la route pour le parc. Il faut continuer. Et malheureusement, on est revenu 20 ans après pour faire la route là, par l'autre, mais avec plus de 23 milliards. Alors qu'à l'époque, on pouvait faire la route à 3 milliards. Et même Kaola, là, on parle beaucoup de l'autoroute pour aller à Diagne. Moi, j'avais, en 1976, l'argent, les études pour faire l'autoroute de quartier. Mais à l'époque, le président de la République, on l'a convaincu de ne pas consacrer cette autoroute parce que ce n'était pas opportun. Et on a fait des puits forages. Et ça, je le regrette toujours. Parce que ça ne coûtait pas cher. On avait 10 milliards disponibles pour faire l'autoroute de quartier. Et maintenant, il faut peut-être 500 milliards de plus pour le faire. Donc, il faut toujours savoir choisir, et c'est important. Alors, vous dites 17 ans, qu'est-ce que j'ai fait à la Dakar? J'ai tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, là, Dakar a une histoire. En 1964, jusqu'en 1983, il n'y avait pas de maire. La fonction de maire a été supprimée. Et à l'époque, dans la réforme, c'est le gouverneur qui devenait administrateur de la commune de Dakar. C'est 20 ans. Où les élus, nous étions les élus, on n'avait rien. On était élus avec le président du conseil municipal, mais on n'avait pas de pouvoir. Mais malheureusement, on pensait que les fonctionnaires, les administrateurs géraient mieux que les élus. Ils ont laissé malheureusement plus de 20 milliards de dettes. Comment j'ai réglé quand je suis venu en 1983 comme maire. Donc, quand je suis arrivé, il n'y avait pas moins de 1 milliard de budget, vous ne pouvez rien faire. Les milliards, c'est des théoriques. Je le répète, vraiment, c'est quelque chose. Mais on n'avait pas une voiture. Moi, j'ai pris le taxi pendant 6 mois. La commune n'avait pas de moyens pour acheter un véhicule de 6 millions. C'est l'État, finalement, qui nous a prêté 6 millions pour qu'on puisse acheter une voiture pour le maire. Donc, on est très loin de la situation actuelle. On est parti de rien et on a fait des mesures, des rénovations, des restructurations. Et finalement, la commune est devenue une grande institution. Une grande institution avec un budget qui dépasse 20 milliards. Donc on a tout changé. On a construit des écoles, on a construit des dispensaires, des hôpitaux. Actuellement, vous avez, dans chaque commune, il y en a 19. Nous avons construit un centre de santé, un centre sportif, un marché, un centre socio-culturel et également un hôtel de ville. Tout ça, c'est ensemble. N'importe où vous trouverez cela. Je pense que c'est déjà une des réalisations les plus importantes. Parce qu'on a voulu aider les jeunes les plus pauvres, notamment les jeunes de la banlieue. Et tout ça. Vous allez partout, maintenant il y a des hôpitaux. Vous allez à Wakam, partout des hôpitaux. C'est fait par l'action que nous avons. Donc il y a énormément beaucoup de choses que nous avons fait. On a beaucoup aidé les étudiants. Jusqu'à 500 millions par mois. On a distribué pour des bourses. On a envoyé des bourses en Amérique, on a envoyé des boursiers en France, aux États-Unis, partout en Russie. Donc on a fait beaucoup pour la formation. Beaucoup pour la formation. On a des bourses aussi. Beaucoup. Et on faisait presque autant
Et j'ai beaucoup aidé aussi les étudiants, les élèves, les lycées, les grèves là. Beaucoup de grèves qui ont eu lieu à l'époque. Personne d'autre que nous qui avons réglé. Avec naturellement cette fameuse caisse d'avance. Je l'ai dit l'autre jour au tribunal, il dit non, la caisse d'avance, je ne sais pas la caisse d'avance. C'est le fonds que le président avait mis à la disposition du président du conseil municipal. Il n'avait pas le pouvoir, il n'était plus administrateur de la commune. Donc les élus n'avaient rien. Et comme le président voulait qu'on l'aide, pour accueillir les gens, tout ça, il a donné des fonds. Et ces fonds-là ont permis de cela. Et c'est là que c'est la continuité. Malheureusement, maintenant, il y a d'autres considérations qu'il faut que la véritable signification. Ça date de 1964. Moi, j'étais président en 72 et j'étais président en 40. Donc, tout ça, c'est expliqué dans le tribunal et je crois sincèrement que c'est comme ça. C'est politique et c'est nécessaire. Parce que moi, en tant que maire, j'avais 83 000 francs d'indemnité. 83. On a 17 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 83 000. Le maire, c'est inimaginable ça. Personne ne peut croire à ça. 83 000, c'est le président Abdoulaye Wade qui a augmenté, actuellement le maire a peut-être 900 000. Mais tout ça, c'est pour dire que personne ne peut gérer une ville, un pays, sans des moyens particuliers et spécifiques. C'est ma conviction et c'est comme ça. Et ça existe dans tous les pays du monde, ce qui passe. Mais peut-être c'est dans les modalités, seulement qu'il y a eu des confusions. Mais pour lui dire, donc, on est allé très très loin, il parle très loin pour faire la commune ce qu'elle est aujourd'hui. Avec 100 moyens, on a pu convaincre les gens qu'ensemble, en fait. On a nettoyé la ville, on a organisé le nettoiement, c'est le nettoiement qui est important. Depuis la conférence islamique, et après tous les villes, à l'époque même, dans tous les quartiers, là, les gens sont mobilisés. Et c'est là la leçon que nous voulons laisser de plus. La mobilisation populaire, à côté de la commune et de l'État, pour transformer économiquement, socialement, notre pays. Cela est possible. Pour la mairie, mais encore, il y a beaucoup. Ce que je retiens surtout, c'est l'organisation. On a parlé de la bonne gouvernance. Et bien avant qu'on en fasse un slogan, nous l'avons appliqué. Changer le cours des choses, réorganiser une administration avec des agents compétents, des ingénieurs. Là où il y avait aux communes, pour gérer le budget de la commune, on a mis un administrateur civil. Là où il y avait un dessinateur qui s'occupait des travaux de Dakar, on a mis des ingénieurs. Ils sont allés à l'école polytechnique, on a recruté des gens. Ils sont là, ils sont les meilleurs maintenant qui gèrent les grandes sociétés du Sénégal. Ils ont appris à gérer, à organiser et à travailler ensemble. Je pense donc que c'est là une leçon qui est importante et qui mérite d'être suivie à tous les niveaux. Donc il est possible, partant de rien, il est possible, avec les populations, avec ce que nous avons pour les élus, et ensuite l'État, transformer, ça peut être beaucoup de choses. Cela n'a pas été la règle partout, mais nous devrons convaincre que c'est là une nécessité. Insister un peu sur l'université, parce que comme il était auditeur externe, est-ce qu'il a fréquenté des amphis? Il n'a pas fréquenté des amphis? Et ce qu'il retient, à part Antaka, son ami, est-ce qu'il avait eu d'autres amis universitaires? Avant le parcours professionnel. On va arrêter tout de suite. Ah, ok. Voilà. Parce que le père passe avant. Et là, un peu plus tard, on va changer. Les femmes vont passer avant. Les hommes derrière. Mais pour l'instant, encore. Non, moi, je suis né, d'un père, un grand notable Lébou, qui a assumé les fonctions de ce qu'on appelle les Jambour. C'est le président du Sénat, Lébou. Les Jambour, c'est lui qui choisit. Quand il choisit un grand sérigne, c'est lui-même qui fait le choix et qui l'héberge. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande position sociale. Mais dans le même temps, il était un grand chef pêcheur à Sambadjoun. Quand il dit il ne faut pas sortir aujourd'hui, celui qui sort le regrette toujours. Donc c'est un grand patriarche. Et sur le plan politique, il a beaucoup aidé le président Senghor à s'installer à Dakar. Senghor était très puissant en dehors des grandes villes.
Mais donc, c'est un de mon père et les autres, ses amis, ont contribué beaucoup à l'installer à Dakar. C'est pourquoi, quand Senghor m'a nommé secrétaire dans la présidence de la République, il me dit la reconnaissance des services que votre père m'a rendus. Et ensuite, parce que je désire qu'aux militaires me mettent de l'ordre. Voilà. Mais il y a une histoire après ça. Quand j'avais l'âge de 12 ans, moi quand j'ai grandi à Yoff, mon père est de Dakar, mais ma mère est de Yoff, je reviendrai. Mais j'ai grandi donc à Yoff et je allais souvent à Dakar. Et un bon jour, dans les années 1948, et je vois quelqu'un sortir de la maison paternelle. Il avait un casque, il me donnait de l'eau. Et mon père m'a dit, c'est celui à Senghor. Il est venu me consulter puisqu'il veut créer un parti. Mais quand il sera grand, il faudra l'appuyer, car tout finit avec lui. C'est mon père qui l'avait dit en 1948. En 1948, 58, je suis dans l'armée, je deviens officier, j'étais au Niger, et mon père était presque mourant, il était à l'hôpital. Je suis un des derniers interlocuteurs. J'étais venu militaire. Il m'a dit non, mais n'oublie pas ce que je t'avais dit. Il m'a dit, quand tu seras grand, il faut appuyer le président Senghor. Alors, moi je suis militaire, c'est très étonnant, mais je continue, quoi, je fais autre chose. Ça c'est 58. Alors, les choses passent, lui est mort. Des années après, moi je suis militaire, officier, chargé de la... Senghor m'appelle en 68, 48, 58, 68. Senghor m'appelle pour me dire qu'il me nomme coordinateur du ministère de la Défense, c'est militaire, moi. J'étais officier dans l'armée, on me demande, j'ai fait des droits, donc je peux être secrétaire général du ministère de la Défense. Et 1968, en 70. Et quand Senghor est parti, en 70, Abdou Diouf a gardé le même ministère, moi, j'étais là. Donc, 48, 58, 68. Et mon père a dit, avant de mourir, quand Senghor n'est plus là, c'est lui qui va venir, il faudra l'appuyer. Il faudra avec lui, c'est Abdou Diouf. C'est pourquoi j'ai voulu faire, l'appuyer de toutes mes forces. Hein? Voilà, donc, histoire de rapport très intime. Et dans beaucoup de livres, on a beaucoup aidé pour s'installer. Ça, c'est ce qui m'a amené, moi, à faire la politique. Quand Senghor m'a nommé secrétaire général, je voulais surtout sortir de l'armée, je vais faire la politique pour répondre à ce qu'il va faire, la confiance qu'il m'a donnée. Bon, je ne suis pas militaire, moi. Je suis militaire, mais je ne suis pas politicien, moi. Je suis le politicien. Militaire. Mais par la force des choses, je dis, mais président Senghor, moi je veux militer. Parce que tu veux militer maintenant. Là, on a besoin de moi. C'était à Yoff, Ouakam. Pas à Dakar, parce que Dakar avait tout résolu. Hein? Là, on avait besoin de pour le moment, c'est moi. Donc, je suis devenu leader de toute cette région, le premier leader de la troisième coordination, Ouakam, Yoff, Cambérène, tout ça. Après, maintenant, je suis devenu leader du parti, dans Dakar, tout Dakar, département, ensuite région, ensuite sur le plan national aussi. Donc, voilà ce qui m'a amené à faire la politique. Mais je suis resté moi-même. Tout au long de ma carrière, je suis resté militaire. Et j'appliquais les règles militaires dans la politique. Et les gens devaient laisser les faire, les militaires. Tout ce que vous entreprendre, la mairie, je l'ai laissé à cause de ça. Des mesures que personne n'ose prendre. Laissez-les, c'est les militaires. Alors, cela m'a permis vraiment, en gardant les vertus de l'armée, les vertus militaires, la rigueur, hein, la planification, hein, la méthode de travail, on a pu réussir tout. Et c'est ça qui me différencie un peu des hommes politiques. Ils sont restés toujours les mêmes. 45 ans après, je suis toujours le même, avec les mêmes rigueurs, la même rigueur, la ponctualité, la rigueur de travail bien fait, jusqu'à présent. Alors donc voilà, donc très rapidement, le problème Senghor, la politique, je suis devenu politique à cause de ça. Je ne suis pas devenu politicien, jamais. C'est la politique, c'est-à-dire le développement de notre cité, le développement de notre pays, hein, beaucoup plus que m'enrichir, je ne suis pas né avec ça. Donc voilà. Mais donc ma famille, mon père, ne voulait pas que ses enfants aillent à l'école.
Je ne voulais pas. Personne n'a plus d'une quinzaine d'enfants, une vingtaine. Hein? Mais je suis le seul. Et j'ai quitté la famille là-bas pour aller à Yoff. Yoff, après, mon grand-père, on connaît la Tchaïaï, et c'est lui qui m'a fait inscrire comme auditeur libre à l'école primaire de Yoff. Je ne peux pas rentrer à Yoff, parce que j'avais dépassé l'âge. J'avais 6 ans, j'étais arrivé à 12 ans, et je suis allé comme auditeur libre à la primaire, voilà, donc j'ai 3 ans là-bas. Alors, donc, le papa, c'est comme ça. Mais j'ai vécu avec ma mère, j'ai vécu à Yoff. J'étais jeune, jusqu'à tout mon âge, et c'est une grande dame, très respectée, très connue. On a beaucoup appris avec elle. Je pense que ça nous a donné beaucoup de... Même après, hein, même quand je suis devenu majeur avec mes trucs, elle a toujours été une femme modèle pour moi. À tout point de vue, modèle d'ouverture pour tout le monde, également de disponibilité et surtout de sacrifice. Elle donnait tout. Donc c'est une femme très grande dame, connue, hein, par tout le monde. Alors tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Hein? Non. Oui, très connue ailleurs. C'est le modèle. Alors moi, j'ai une sœur qui est décédée, qui est grande, ma grande sœur, elle est décédée, qui était mariée à Moussek, à l'entour de Yoff. Et j'ai 2 frères. L'un, il est là. Il est comme un ancien militaire retraité. Hein? Mais il n'aime pas que je l'appelle petit frère. Son divin, il dit non, c'est votre frère. J'ai l'autre aussi, qui est retraité de l'enseignement, Asdienne. Il s'appelle Asdienne, parce que mon père s'est séparé de maman, donc il s'est remarié avec la Wardienne, qu'on appelle Wardienne, qui a eu 2 enfants, là, qui sont mes frères. Il fait 2 hommes. Ils sont là. Ils sont là. Donc, on a une famille, la grande famille des Indiennes, comme vous entendez à Yoff, c'est les Indiennes, c'est une grande famille, très religieuse, mais très, très ouverte sur le débat. Les grands responsables sont issus de cette famille. Donc, voilà, là, on a vécu. Mais, moi, je n'ai pas tellement vécu de vie de famille. Je suis allé là, je me rappelle. À 5 ans, je ne connais pas la vie. Hein? Et pourquoi j'aime la rigueur, moi? J'aime beaucoup la rigueur, je ne dépends de personne. Dieu, c'est lui peut-être qui va... Moi, je considère que je suis un missionnaire. Parce que je sors de tous les chantiers. Dieu m'a protégé, Dieu m'a aidé. Et donc, mon devoir maintenant, à répondre à cela, je sens que Dieu m'a donné tout. Je suis parti de rien et j'ai tout obtenu. Au Sénégal, il n'y a personne qui a pris le diplôme comme moi. Et moi, j'ai entendu le professeur. J'ai entendu, il a aussi bien la licence que le doctorat. Il vient pour m'inscrire, quelquefois quelques travaux publics. Mais écoutez un cours magistral, je ne l'ai jamais. Dieu m'a tout donné, j'ai pu obtenir toutes les fonctions que je veux. Qu'est-ce qui me reste moi? C'est toujours de rendre ce service-là. Et faire en sorte que ma participation au niveau de la communauté soit une participation réelle, crédible, profitable à tous. C'est mon devoir, c'est ma conception personnelle, madame. Je vais avoir le baax, nekk lu baax, def lu baax. Parce que Dieu m'a tout donné. Je suis rien du tout, un petit moniteur d'agriculture qui devient qui a 2 doctorats, qui a 3 ou 4 DA, DA de droit public, de droit privé, et DA de philosophie politique. Tout ça, j'ai obtenu toutes les fonctions. Toutes les fonctions. Voilà. Alors, ce que je voulais, c'est ça. Donc tout ça, c'est que finalement, mon devoir, madame, c'est de ne pas me comporter comme les autres, mais toujours le faire pour le bien de la communauté. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé pour la formation. J'ai donné des bourses aux gens, on a créé des écoles, tout ça. Dans ma faculté de droit, avec Babacar Gueye, le professeur, nous avons créé beaucoup de départements. Donc, je crois à la formation. Jusqu'à présent, je crois à la formation, et on arrive maintenant à ça. Le problème, c'est les œuvres. Pourquoi j'écris? Pourquoi? Je n'écris pas pour avoir de l'argent, mais j'écris pour instruire. Instruire les Sénégalais. Moi, je parle de l'idée que si les gens sont agressifs, les Sénégalais sont très agressifs, surtout en politique et dans la vie sociale,
C'est parce que les gens ne connaissent pas comment fonctionnent les institutions. S'ils connaissent comment fonctionnent les institutions de ce pays-là, les gens deviennent moins agressifs. S'ils deviennent plus cultivés, ils deviennent moins agressifs. Partant de là, je me suis mis la langue à écrire une première partie. J'ai écrit une dizaine d'ouvrages, uniquement pour les institutions du pays. Des ouvrages pour les citoyens apprennent comment fonctionnent les institutions du Sénégal. Écrit sur les finances publiques, l'administration, voilà, tout ça. Les 10 premiers là. Les 10 premiers sont les premiers que j'ai fait. Uniquement pour contribuer à une meilleure connaissance des Sénégalais, de leurs institutions. Vous voyez, tous ces ouvrages portent ça, sur tous les plans. Ça, c'est ma première option. La deuxième option, la deuxième phase, je me suis également dit, à l'heure de ça, nous, au Sénégal, ce n'est pas l'argent pour faire développer le pays. Ce n'est pas les êtres humains, les femmes et les hommes. On a des gens très qualifiés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. La gouvernance que nous devons assumer à tous les niveaux de responsabilité. Il faut que le pays soit bien géré. Bien géré, bien organisé, pour que le Sénégal soit toujours un État pilote dans le Conseil des Nations africaines. C'est le problème de gestion. On le voit. Quelqu'un me dit, je donne des trucs, de parler de la mauvaise gestion. Un exemple à la radio, un journaliste me dit, il me dit, mais quelle est la différence entre Senghor et Abdoulaye Wade? C'est courageux. Il dit, mais ne réponds pas sur le fond. Ce qu'ils font là, c'est le secret d'État du président. Mais ce que je remarque, c'est que Senghor n'est jamais en retard et que Wade n'est jamais à l'heure. Maintenant, qu'il m'entende bien, il n'est jamais à l'heure. Ça, c'est fondamental, ça. Vous n'avez jamais entendu ça, C'est mon grand ami, c'est mon grand ami. Alors, pour dire, donc, pour moi, la préoccupation majeure des autorités, gouvernements et tous ceux qui ont assumé des responsabilités, c'est de promouvoir la bonne gouvernance à tous les échelons. Que les choses soient bien faites. Et j'ai fait 10 règles de la bonne gouvernance. Quand on vous nomme quelqu'un pour une fonction donnée, vous l'avez quelque part, non? Oui. Alors, les 10 règles de la bonne gouvernance comprennent 2 catégories. Des règles qui s'appliquent à l'individu et des règles qui s'appliquent à la structure. Pour les individus, je pense qu'avant de nommer quelqu'un, il faut d'abord qu'il soit compétent. La compétence, premier facteur. Deuxième facteur, l'expérience. Ne pas nommer quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Troisième secteur, c'est la motivation. Et ensuite, le volontariat. Il faut que les gens soient volontaires. Décider de faire quelque chose. Ces commissaires-là, il faut absolument les faire. Maintenant, sur la structure, il faut que tous les actes qu'on fait doivent être des actes légaux. On respecte la loi. Il faut que les autorités donnent l'exemple de respect de la loi. Il faut également la régularité. Quand vous cherchez un dossier, vous allez dans une administration, au lieu qu'on prenne le dossier dans la journée, il faut attendre des mois. La régularité. Ensuite, la transparence. La transparence, la coordination. Et ensuite, maintenant, la projection sur l'avenir. La planification, la programmation. Donc, ça, c'est mes règles que je mets maintenant dans tous les ouvrages que je fais. Sur la gouvernance, je mets derrière. Les 10 règles de la bonne gouvernance. Les gens vont répéter, peut-être que ça va rester dans la tête une bonne partie. Pour comprendre qu'on ne peut pas nommer n'importe qui pour n'importe quel poste. C'est ça le grand problème de ce défi-là, il faut absolument les relever. On parle, c'est pourquoi j'ai choisi la gouvernance. Et j'ai pris les 10 secteurs les plus difficiles. J'ai relevé 10 secteurs les plus difficiles et je vais écrire des ouvrages sur chacun. J'ai fait des recherches partout, dans les administrations, pour trouver la vérité, pour présenter ce secteur-là et voir les difficultés et comment faire pour améliorer les fonctionnements. J'en ai fait donc le premier livre, c'est la gouvernance foncière.
Vous savez, c'est un des problèmes les plus complexes. C'est très difficile. La gouvernance urbaine, comment organiser l'espace urbain. Quand on va dans les villes du Sénégal, on est aéré. N'importe qui, n'importe quoi. Mais comment organiser l'espace urbain, comment l'aménager, comment le transformer. Ensuite, il y a la gouvernance sanitaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionnent les services. Expliquer très clairement. Ensuite, la gouvernance culturelle. La gouvernance sécuritaire, la gouvernance judiciaire, et je viens de terminer la gouvernance éducative. C'est très intéressant, hein? J'ai découvert beaucoup de choses en étudiant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour moi, je me pose la question, pourquoi l'éducation ne fonctionne pas? Et j'ai essayé maintenant d'expliquer, de comprendre le fond. C'est très riche. Je donnais un au recteur pour me faire la préface. Je tiens beaucoup. Et tous ces études-là, tous les ouvrages ont été faits par le professeur de l'université. Tous. Le premier peut-être, le premier, les finances publiques, c'est fait par Kéba Baye. Il a fait la préface. Et tous les autres, c'est le professeur agrégé de l'université de Dakar. Il s'agit des juristes, des bilingues, dans toutes les catégories, et c'est le resteur là, qui est un scientifique, il va vous parler, pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas la camarade. Il passe le temps à la main. Je le pense réellement, et je sais que ça peut contribuer à l'essor intellectuel, l'essor économique et l'essor social. J'en ai la conviction. Je continue, il me reste peut-être deux ou trois, pour boucler les 10, la gouvernance, la gouvernance maritime. Je vais faire la gouvernance rurale et je vais faire la gouvernance sociale. Et je vais terminer, il me restera peut-être à faire des romans policiers, quoi. Voilà. Mais est-ce que les premiers cités sont déjà publiés et déposés à la bibliothèque universitaire? Oui, chaque fois que j'ai donné, hein. J'ai donné, vous venez en Europe, hein. J'ai donné 2 fois le site de Mnafo. J'ai 2 trucs. Il est seulement la Bogani. Vous l'avez tout, hein. D'accord. Si vous voulez même, je vous donne d'autres ouvrages pour que vous renforcez, pour les distribuer. Il y en a beaucoup. Moi, je préfère. C'est là que les Sénégalais n'achètent pas de livres. Ils n'achètent pas. Comment on n'achète pas? Je vais vous en donner autant que vous voulez. Mais à l'occasion de cérémonies de présentation d'ouvrages, les gens achètent pour faire dédicacer par l'auteur. Donc on va vous inviter à l'université pour venir présenter chaque ouvrage. Et là, les publics invités achètent. Voilà, d'accord. Et discutent avec vous, vous posez des questions, c'est très intéressant. On l'a fait une fois avec, comment ça s'appelle, Claire Afrique. C'est ça. Mais je me suis rendu compte que les éditeurs, là, c'est le fameux. Avec Arbata aussi, je ne suis pas content aussi. Ils font mieux que Claire Afrique déjà. Ça, c'est... Mais je pense qu'à l'université, dans le cadre du programme là, que nous voulons mettre en œuvre avec la Fondation ICAD, nous voulons faire revenir les anciens justement. Et il y a une question qui porte sur ça, c'est justement cette question. Avez-vous l'évolution de l'université depuis votre séjour? Les anciens projets ont un grand rôle, un équilibre. Et puis on revient au pot passé. L'université a été une université de grand rayonnement dans le monde entier. Tout le monde, tous les Africains voulaient venir à l'université de Dakar. Mais les choses ont changé. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que c'est l'effectif. Oui, c'est vrai. Quand, pour 30 000 habitants, 30 000 étudiants, je suis à 60 000. C'est pas possible. 80 000. Moi, j'ai eu à corriger des trucs. Moi, j'ai travaillé comme professeur associé à l'université pendant plus de 25 ans, gratuitement. D'accord. Gratuitement. Jusqu'en 2005, j'ai abandonné parce que, comme les gens ne prêtaient pas attention, mais je travaillais gratuitement. On m'a dit, vous payez, non, de 2 ans, tout ce qu'on payait, c'est pour l'université. Moi, je n'ai pas besoin de ça, mais je faisais des cours régulièrement comme professeur, 3 heures par semaine, le temps qu'il faut. Je le fais. Alors, quand j'étais maire aussi, j'ai beaucoup aidé l'université pour faire les jardins, aménager l'espace. Et tout ça, pas bien. Alors, malheureusement, il n'y a pas de continuité. On investit, nous, municipalité, mais il n'y a pas de continuité. C'est
Ça, c'est l'aspect négatif. Ouais. Donc, il y avait pléthore de gens, les professeurs n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Alors, ça c'est un des éléments. L'autre facteur, c'est la désertion de beaucoup de professeurs qui préfèrent aller enseigner à l'extérieur. Hein? Et enfin, maintenant, même les privés qui prennent de l'importance, beaucoup de professeurs maintenant abandonnent les cours. Donc, il n'y a plus l'enthousiasme qu'on avait au début. Hein? Cette grande admiration que les uns et les autres avaient sur le bon fonctionnement d'une université africaine qui était au modèle du genre, et tout ça c'est fini. Il y a beaucoup de pays, hein, nous n'avons plus cela. Beaucoup de pays sont débrouillés. Mais également, le système d'enseignement a beaucoup changé. Ce n'est plus comme le modèle français où il faut remplir des têtes bien pleines. Il faut faire des têtes bien faites. Et c'est pourquoi ce système de LMD, quand ils l'ont accepté, je salué de force. Mais malheureusement, on l'a plus difficilement. Parce qu'il y a toujours bon. Et on n'a pas les moyens nécessaires. Donc que l'État reconsidère la construction de l'université, mais également essayer de voir renforcer les moyens. Mais ces moyens qui doivent être bien gérés aussi. Et puis également le rôle bloquant des syndicats. J'écris dans le livre que j'ai fait, j'ai beaucoup critiqué ça. Non, on peut voir que maintenant c'est les fonctionnaires qui dictent la politique nationale, non? Et ça c'est pas l'accepter. L'État doit respecter ses engagements, mais on ne peut pas, on a le très loin. Les gens, pour n'importe quoi, il faut la grève. C'est vrai. Moi, de mon temps, là, j'étais ministre de la Santé et ministre de la Santé, j'ai vécu deux périodes. Puisqu'avant du temps de Senghor, le ministre avait beaucoup de pouvoir. Vous le dites. Tout ça, il décidait de tout. Les travaux publics. Les gens voulaient faire la grève, les cheminots. Ils ont dit, mais ne faites pas la grève. Je rappelle encore de 47, la grande grève. Ils disent, si vous faites la grève, moi je ferai marcher les trains. Ils faisaient le défi. Parce qu'ils avaient 25 revendications. Mais je dis maintenant, parmi les revendications, il y a des revendications qu'on peut satisfaire. Mais non, il faut commencer par le premier. Sans rien, sans le premier. Dicté. Je dis non, vas-y, tu fais la grève, moi je fais marcher le train. Je fais marcher le train. S'il vous plaît. Je suis allé au Mali, j'ai trouvé des cheminots avec des ministres. Ils se déguisaient en Sénégalais, ils sont venus conduire les locomotives et la grève était terminée. L'autre grève que j'ai vécue, c'était les aiguilleurs du ciel. C'est très dangereux. Quand le président Senghor voyageait, beaucoup de fois, il menaçait des grèves. Maintenant, si on fait la grève, je règle ça définitivement. Alors, je prends l'armée militaire, je les forme pour construire les avions, et je les garde. Il faut la grève, celui qui fait la grève, je l'enlève, je le mets au militaire. Et puis on les a pris, on les a renvoyés. Le troisième élément, c'est les médecins. Voilà, la grève, je dis non, faites pas la grève. Non, je suis prêt à tout, mais ne faites pas la grève. Il dit non, il faut faire la grève. Il veut voir l'armée là, qui a formé des médecins partout. Et je les change tous les hôpitaux. Vous faites la grève, je mets au militaire. C'est terminé. Alors, c'est très ouvert au dialogue, c'est d'aider les gens. Moi, je pense que le rôle du gouvernement, c'est d'aider les gens à être dans de bonnes conditions pour travailler, de créer toutes les conditions nécessaires. Et on a développé de nouvelles idées, beaucoup d'idées, notamment les soins de santé primaire, beaucoup de choses qu'on a faites et qui ont une grande portée mondiale. Les soins de santé primaire viennent d'ici. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été élu président de la session de l'Organisation mondiale de la santé. Je fais le tour du monde. Donc, à cause de l'expérience, il faut donc beaucoup d'imagination, beaucoup d'initiatives pour s'adapter au contexte. Et nous l'avons donné comme exemple. Donc voilà, le gouvernement c'est comme ça. C'est ministre, mais j'ai démissionné donc comme ministre pour être maire de Dakar. Et là-bas aussi, je vous dis qu'il y a un défi à relever, ça ne fonctionne pas. La mairie ne pouvait pas acheter un syllabi. C'est très curieux. On n'avait pas de machine à écrire, mon secrétaire n'avait pas de machine. On ne savait pas de véhicule, prenez les taxis, pendant 6 mois. La maire,
La commune n'avait rien. On ne pouvait pas le personnel. On était à un mois, c'est l'État qui avance. J'ai tout réglé ça. On a rénové les finances, j'ai organisé les systèmes. Et j'ai resté 17 ans. On a plus payé les salaires à 30 chaque mois. Donc, et les gens sont contents, sont heureux. J'ai recruté des cadres. Les gens, pour moi, c'est terminé. Quand on a recensé au début le personnel du secrétariat, il y avait 200 secrétaires qui ne savaient pas taper la machine. C'est la rue de Dakar. Je les ai tous envoyés dans l'école. À l'école, on a pris le CAP, tout ça. Oui. Et j'ai recruté depuis lors des gens qui ont le BTS. Jamais quelqu'un qui n'a pas le BTS. J'ai pris quelqu'un aussi qui n'a pas la maîtrise. Plus la maîtrise, parce qu'il en a de plus. C'est la valorisation de l'encadrement. Et on a les meilleurs cadres qui aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, c'est des gens que nous avons formés. Et ça, cet aspect-là aussi est très très important. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste encore? Les anciens que j'ai vus personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Oui, le partage d'expérience, des conférences qu'on peut faire. En tout cas, pour moi, je sais pas. On m'a parlé n'importe où, n'importe quelle heure. Et c'est bien d'expliquer aux gens que la vie, c'est pas normal. Ce qui se passe là, les gens, on a même peur des étudiants, on a peur de tout le monde. Hein? Oui, les étudiants là, quand je les rencontre, ils disent non, vous avez la chance. À 18 ans, je marche pieds nus. Vous allez y avoir un rêve. Il y a tout. Vous levez, vous avez le café, vous il sort le tiep. Laax buy, laaxu caaxaan. Il y a lekk, vous voyez lekk. Vous avez tout. Vous avez même, il y a même des voitures que vous avez déposées à l'université et vous n'êtes pas content. Mais on va donner de l'expérience. Ça va contribuer un peu. Ça peut contribuer. Les gens, c'est donc notre rôle à jouer pour expliquer aux gens que ce qui se fait actuellement, il faut en sortir. Il faut en sortir parce qu'on peut réussir. On ne peut réussir que si on se donne la peine de travailler. Nous, on a travaillé, on ne parle même pas de bourse, on parle de ça, on demande un temps pour 2 heures du matin. Tous les jours à 2 heures du matin, je vais à table jusqu'à 6 heures du matin. Et vous avez fait vous, d'abord sur mon bureau. Donc, c'est comme ça. Alors, tu as tout. Non seulement tu ne réussis pas, mais tu déversements. C'est pas possible. Donc, nous, notre trait, je pense que c'est une bonne chose. Dans les recherches aussi, il y a des recherches. L'animation de l'atelier, c'est possible. Les financements plus directs ou indirects à la recherche de financement, on peut vous appeler pour la recherche de financement. Pas parler, parce qu'on est habitué à l'autorité, mais la recherche. Pour moi, ma philosophie est que l'argent existe toujours. Il y a toujours quelqu'un dans le monde qui a de l'argent. Il y a toujours quelqu'un dans le monde qui a besoin d'argent. Le problème, c'est la jonction. C'était l'université. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Américains, des cultures britanniques ou américaines, qui ne font que ça. Donc il y a possibilité de tisser des relations avec d'autres universités, qui sont beaucoup plus florissantes. Pas les universités françaises qui c'est différent, mais il y a d'autres qui peuvent faire. Bon. Donc nous, je pense que les anciens, pour faire des conférences, pour encadrer des équipes, on peut faire également, vous aider un peu pour l'organisation de grandes manifestations, avec la possibilité de mobiliser des financements, c'est important, ça c'est là possible. Il y a partout des gens, dans le monde, dans tous les secteurs, il y a des anciennes universités. Même des gens qui ne sont pas sénégalais, qui sont partout. Donc il faut les motiver comme vous faites là. Il faut continuer à cela. Je pense que progressivement, les gens prennent leur conscience qu'il faut absolument préserver l'avenir de notre université. C'est la dernière question. Quels sont les conseils que vous voulez donner aux étudiants d'aujourd'hui? Je donne un exemple que j'ai vu présentement. 2 exemples. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes gens qui ont des DEA. Je demande, mais pourquoi vous ne faites pas votre thèse? Je vais répondre, mais non, qu'on soit docteur ou là, c'est toujours la même chose, c'est le chômage. Les gens refusent de continuer les études, de faire le doctorat, uniquement parce qu'ils disent qu'on n'a pas d'emploi. Il faut comprendre que ce n'est pas lié. C'est pas lié, c'est 2 choses différentes, 2 mondes différents.
Ça, c'est un premier problème. Il y avait beaucoup même, qui faisaient la politique avec moi, il y avait déjà le DA. Mais non, ils ont refusé les filles. Et même quand on va dans les journaux, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui a sur une thèse. Parce qu'il y a des milliers d'étudiants qui sont formés. Et donc, il y a un problème de motivation. Et l'encadrement. Souvent aussi, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'encadrement. On va faire la thèse, mais on n'a pas d'encadrement. Hein? Il faut également voir en sorte que les anciens là peuvent bien encadrer les thèses. On peut encadrer, ne pas présider le jury, mais rien n'empêche, il faut une ouverture. Il ne faut pas seulement dire qu'il faut être professeur du rang magistral pour présider une thèse, non? Là aussi, c'est le problème. Beaucoup n'ont pas le cadre nécessaire. J'ai un ami là, il est là-bas, tout le monde, mais l'ancien maire de Grand Yoff. Lui, il a fait sa thèse, il est cherché à Dakar, à l'université, impossible. Il est parti à Saint-Louis pour avoir un encadreur. Il est là, il tourne en rond, je le taquine toujours. Le livre que j'ai fait sur l'éducation, c'est presque 300 pages. Hein? Lui, il avait commencé sa thèse, il y a 2 ans. J'ai commencé le livre, j'ai écrit le livre, et lui, il n'a même pas une page. Donc, les gens manquent de motivation. Motivation, là, c'est très important. Parce que être docteur, ça veut dire qu'on achève vraiment un système de formation du consommé. Le système de brigade honneur qu'on peut faire. Ça n'a rien à voir avec un emploi. Mais il faut dire également que notre système administratif ne rentre pas dans c'est un obstacle. Quand vous êtes docteur, en dehors de l'enseignement, vous n'avez aucune issue pour travailler. On change le système. L'administration ne recrute que des administrateurs avec la maîtrise, on fait 2 ans, un cycle très très classique. Mais il faut sortir de là. Hein? Absolument. Il faut absolument sortir de là. C'est là, comme ça, vous sortez docteur, vous avez mis 7-8 ans, je vais le dire, vous sortez, rien n'est prévu pour vous. Rien n'est prévu spécialement pour les gens qui en dehors de l'enseignement. Aussi, c'est un obstacle. Il faut absolument que l'administration soit révisée, une nouvelle conception. Ils ont fait une délégation que j'étais même à l'origine, les inspecteurs de l'État. On permet aux gens qui ont le doctorat de passer avec beaucoup de facilité, beaucoup plus avec le concours. C'est ça, donc il y a beaucoup d'obstacles qu'on peut régler. Mais moi j'ai vu en Italie, madame, il y a des gens qui achètent le titre de docteur. L'Italien moyen, il est docteur ou ingénieur. Il paye de l'argent pour aller. Elle a dit, ici au Sénégal, on ne veut pas être docteur. Parce que c'était pas difficile. Mais c'est à mon moment là que nous avons l'université. Donc ça c'est un problème. Je pense qu'avec la coopération de l'État, l'État doit comprendre qu'il faut changer. Une nouvelle approche de l'université, un nouveau concept de l'université. Tous les docteurs là, anciens, qui veulent enseigner, devraient pouvoir le faire. Un enseignant aussi peut changer, devrait pouvoir être gouverneur, administrateur. Il est trop cloisonné. Il est trop cloisonné au Sénégal. Mon jugement est très mais c'est toujours la réalité. Je connais. Alors, quel est votre point de vue? C'est la fin, non? Ouais. Quelles sont les 3 valeurs fondamentales qui devaient incarner l'université? Moi, je pense que le premier critère, c'est l'universalité de l'université. Il doit être toujours une université ouverte. C'est le monde. L'université de Dakar a toujours incarné l'Afrique. Elle s'émancipe. Mais, à un moment donné, elle est complètement dépassée par le contexte. Mais il faut garder cela. Ouverture, sans exclusive, sur le banc, qu'on trouve toutes les nationalités. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'université doit être toujours autonome, indépendante. L'indépendance. Pour pouvoir intégrer ça, il ne va pas le gouvernement qui peut changer de politique tout le monde. Il faut toujours l'indépendance, l'autonomie, renforcer. Donc il va disposer de moyens nécessaires pour garder toujours son autonomie. Et que les diplômes là soient toujours des diplômes internationalement reconnus. Et enfin, je pense qu'il faut un dialogue entre gouvernement et étudiants.
entre gouvernement et enseignants. Il faut trouver une sorte de partenariat. C'est nécessaire, partenariat. Mais si les étudiants ne font pas la grève, c'est les enseignants. Les enseignants ne font pas la grève, c'est l'encadrement. Alors où est-ce qu'on va aller? Il faut maintenant vraiment qu'on discute très seulement, que tout le monde sente qu'il a intérêt à ce que ça marche bien. Les étudiants ont intérêt à ce que ça fonctionne bien. Et quand vous avez une université qui produit moins de 10% des étudiants, impossible. 10%. Et à la faculté de droit, vous rentrez la première année, vous êtes toujours à 10%, 9%. Donc, quand on arrive, il y a 7% qui arrive à quoi? C'est le gaspillage. Le système de LMD peut être de solution, mais à condition de construire. Il faut éclater l'université. On va créer Sébikotane, il faut encore d'autres. Une université ne doit pas dépasser ici, dans le pays, 30 000 habitants. 30 000 étudiants. Moi, je pense que c'est la norme. C'est humain. Mais ici, ce n'est pas humain, c'est n'importe quoi, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, moi, j'ai dit là, ça je peux le mentionner, mais en 1968, c'est là vraiment. Comment est la gendarmerie qui a évacué l'université? Ah bon? M'a fait oui. J'avais 13 ans. Fait du début jusqu'à la fin. On est en train de faire des témoignages sur 68. On a recueilli Bachili déjà. Il nous a parlé de ça, le recteur Tchoum. Donc on est. Maman, j'étais militaire, mais je voulais pour l'utilité militaire, la solution militaire. Au lieu de casser les chambres, on a cassé, hein, la police est rentrée, la gendarmerie, tout ça. On aurait pu éviter ça. Vous aviez donné l'ordre. Hein? Vous aviez donné l'ordre. Non, il y a un état-major, c'est le gouvernement qui avait. Et moi, je voulais comprendre autre chose. Qu'on les prenne à 9h du matin, qu'on les envoie au jeudi, là. On n'a pas besoin de. Il m'a fait qu'il la solennité impériale. Alors, je ne suis pas d'accord avec les méthodes. Moi, je pense qu'on aurait pu utiliser des méthodes plus souples. Rien ne sert. Ils ont banalisé un peu ces événements alors qu'il fallait prévoir. Le gouvernement n'a pas prévu l'évolution. Donc on a attendu au dernier moment, ça dépasse un peu l'entendement, les gens se sont affolés, et pourquoi ils sont venus pour éviter tout ça. Mais on rentre pas dans les détails. Le pouvoir était presque dans la rue. Oui, dans la rue. C'est à cause de ça. À cause on est parti derrière. On était là. Il y avait un ou deux qui étaient blessés. Après, les gens avec le comportement du gouvernement qui n'a pas pris des décisions, des réunions interminables. Alors, finalement, avec la discussion avec les syndicats, quand les syndicats sont mobilisés, il a fallu que les gens comme le homme là, les syndicats acceptaient le compromis. Mais c'est Dieu qui a fait le mieux. Autrement, tout pouvait basculer. Tout pouvait basculer et pour moi, c'était la faute du gouvernement. Le gouvernement doit tout prévoir. Prévoir, c'est discuter avec les gens. On trouve toujours des solutions quand on discute. Quand on ne discute pas, on peut avoir des solutions. Quand on ne respecte pas sa parole, on peut avoir des compromis. Donc c'est là. Voilà donc, madame, ce que je peux dire concernant l'université. Mon sentiment le plus profond est que l'université a beaucoup contribué à l'essor du pays, à la grande renommée du Sénégal et à la formation d'importants cadres qui aujourd'hui sont présents partout. Je pense que c'est l'environnement un bilan très très positif pour l'université. Il faut continuer, il faut être franchement honnête et que tout change. Tout ça. En tout cas, merci beaucoup.